Écoutez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette troisième édition de la série Transformation des directions juridiques, consacrée aujourd'hui au panorama de l'innovation juridique en 2021. Nous allons y voir le contexte français, international, avec nos invités. Et je vais d'abord laisser la parole à Catherine, qui va présenter la Digital Task Force avant de continuer sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. À toi, Catherine. Merci Brice. La Digital Task Force est ravie de vous accueillir aujourd'hui. On vous remercie de votre participation toujours aussi nombreuse à notre webinaire. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter l'équipe de la Digital Task Force, même si certains et certaines d'entre vous nous connaissent déjà. Alors, comme vous le savez, cette Digital Task Force, on l'a fondée, Brice et moi, au moment où on avait fait le DU de transformation digitale du droit et Legal Tech à Paris Panthéon-Assas, qui est un DU co-dirigé par le professeur Bruno Defin et par Stéphane Baller. Et à l'issue de ce DU, nous avons voulu partager nos connaissances et aussi notre réseau dans la communauté Legal Tech à tous les juristes désireux de comprendre un peu ce nouvel écosystème qui émergeait avec l'arrivée de la technologie. Et c'est grâce et c'est sous l'impulsion de gens à l'FGE comme Anne-Laure Paulet, qui est secrétaire générale, également grâce au dynamisme de Jean-Philippe Gilles, qui est directeur juridique de Lactalis et qui a créé toutes les commissions de la FGE, et aussi grâce à Tristan Carillon, qui est administrateur à l'FGE, que cette Digital Task Force a vu le jour. Donc aujourd'hui, nous sommes composés de 8 membres actifs où nous déployons tous les projets et nous sommes très fiers de dire aussi on a à peu près plus de 50 membres passifs qui ont rejoint notre Digital Task Force. Alors, notre Digital Task Force est composée essentiellement de juristes d'entreprise. Nous avons Amel Gibbs, qui est directrice juridique chez Médian Technologies, qui est une boîte d'intelligence artificielle dans le médical. Et Amel est très, très engagée dans tout ce qui est intelligence artificielle dans le monde du droit. Nous avons Elsa Latif, qui est juriste d'entreprise chez Ponant. Laetitia Tacher, juriste chez Compagnie Fruitière, qui a le plaisir de co-animer ce webinaire avec Brice aujourd'hui. Nous avons 2 juristes également chez Total Energy, qui est Marie-Charlotte Grassi-Ilouz, responsable juridique digitale et gouvernance, et Pauline Berda-Mandy, qui est juriste en nouvelles technologies et données personnelles. Et ensuite, nous avons François Goriès, qui est juriste senior chez Tetris, un grand spécialiste de la cybersécurité, qui a d'ailleurs reçu un très beau prix cybersécurité décerné à son ouvrage Droit de la cybersécurité. Et François organisera aussi bientôt un webinaire avec la Digital Task Force consacré au thème de la cybersécurité. Et nous avons également Gaëtan Fleury, qui est Compliance Officer dans une grande banque, et Brice, qui est là, et qui est… est-ce que tu peux rappeler ton titre exact, Brice, s'il te plaît? Content Manager. Voilà. Je vous aide à produire ce magnifique webinaire. Donc voilà, sans qui cette Digital Task Force n'aurait pas pu avoir vu le jour. Donc notre mission aujourd'hui, la mission de la Digital Task Force, c'est d'embarquer tous les juristes adhérents de l'FGE dans une communauté de tech. Et aussi, notre objectif, c'est de leur ouvrir une porte sur les innovations juridiques, autres que par la technologie. Et on organise des webinaires comme cela, et aussi on organise des ateliers. Actuellement, on est en train de tester un atelier sur l'automatisation, modélisation des contrats avec une Legal Tech en cours. Et aussi, nous envisageons à la rentrée faire un atelier consacré au design, c'est-à-dire le design, de comment déployer l'approche design pour mieux définir le flux de gestion contractuelle. Voilà, donc je vous ai présenté cette Digital Task Force qui a le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire co-animé par Brice et Laetitia. Et moi, je vais devoir m'éclipser pour des raisons personnelles et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Catherine. Alors déjà, à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation. Partagez vos remarques aussi sur ce que vous entendez. On essaiera de le faire remonter au fil de l'eau, dans la cohérence et évidemment dans le respect du timing autant que possible. Voilà. Maintenant, je vais laisser Laetitia présenter nos invités.
Bonjour à tous, merci Brice et merci Catherine pour ces présentations. Donc, je vais vous présenter brièvement les intervenants qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Donc, Soumi Saint-Auguste, Soumi, donc, qui est responsable du lab prospective au sein du groupe Lefebvre-Sarru, présidente d'Open Law, qui est une association coordinatrice du village des transformations du droit. Soumi, est-ce que tu pourrais nous parler d'Open Law? Bonjour Laetitia et bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors Open Law en 2 mots, c'est une association qui a bientôt 6 ans et qui réunit une grande diversité d'acteurs, pas que des juristes ni des professionnels du droit, loin de là, qui sont tous intéressés par ce sujet de l'innovation juridique et par de fait la transformation de leurs pratiques. Voilà. On a également le plaisir d'avoir parmi nous Grégoire Millot. Alors, Grégoire, tu es Chief Évangéliste au sein du groupe Walter Kluwer et membre du World on Commerce Contracting. Tu es également depuis peu membre du board de l'Association européenne des Legal Tech, ELTA. Est-ce que tu pourrais nous présenter ELTA, s'il te plaît? Est-ce que vous Bien sûr, faites? merci Laetitia, merci Brice pour l'organisation et de nous avoir parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, ELTA est une organisation qui a sensiblement le même âge qu'Open Law d'ailleurs, à peu près 6 ans, et qui a donc une vocation qui est de créer un réseau d'experts autour de sujets de legal technology, et donc qui se compose d'ambassadeurs locaux dans environ maintenant près d'une trentaine de pays. Alors on a une conception de l'Europe qui est assez large, et donc qui a vocation à sensibiliser les gens autour de l'innovation dans les milieux du droit, apporter un peu plus de transparence sur le marché, de clarté, d'éducation, évidemment de relayer des initiatives locales. Merci. Et je vais terminer cette présentation des intervenants avec Pierre Legui. Alors, Pierre, tu es Senior Legal Counsel chez Payfit, qui est une fintech, et tu es responsable du comité des jeunes juristes de l'AFJE. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que vous faites au sein de l'AFJE, s'il te plaît? Bien sûr. Merci Laetitia d'abord et merci Brice. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, le comité des jeunes de l'AFJE en fait est une commission en fait de l'AFJE qui existe depuis 2012 et qui a vocation en fait à donner la parole et représenter un petit peu les jeunes juristes au sein de l'association. Donc, ce qu'on entend par jeune juriste, en général, c'est un juriste qui a moins de 6-7 ans d'expérience. Donc, c'est un panel assez large qui a vocation, du coup, à s'adresser à la fois à des gens qui cherchent à rejoindre le monde du droit que sont les étudiants et en même temps, évidemment, à s'adresser à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est un jeune professionnel juriste d'entreprise. Okay, merci beaucoup. Merci Laetitia, merci pour ces présentations. Alors déjà, on va commencer par quelques chiffres pour représenter un petit peu l'univers de l'innovation. Alors déjà, au niveau de ce qu'on appelle les legal tech en France, il y a plus de 300 legal tech référencés. Ça, c'est un chiffre de l'Observatoire de legal tech du village de la justice. Alors évidemment, dans ce webinaire, nous n'allons pas pouvoir évoquer les 300, nous allons prendre des noms et des acteurs emblématiques. Ensuite, 30 millions d'euros, c'est le montant des levées de fonds réalisées dans le domaine de la legal tech en 2019. Alors en 2020, évidemment, vous savez, c'est une année un peu spéciale. Il y a eu des levées de fonds, mais on reste sur le chiffre de 2019 qui n'était pas affecté d'une pandémie mondiale. Et du coup, 30 millions d'euros, c'est peu et c'est beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que, voilà, Soumi et Grégoire, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce chiffre? Je peux commencer. En fait, effectivement, comme tu le dis, c'est peu et c'est beaucoup parce que c'est vrai que lorsqu'on est, on est un professionnel du secteur, on a les yeux quasi rivés sur les annonces de levée de fonds pour notre écosystème Legal Tech, RegTech. Pour autant, quand on rapporte ça à l'ensemble des levées de fonds pour l'économie d'innovation, à savoir l'ensemble des startups françaises, c'est effectivement très peu, ça pèse très peu, puisque sur cette même année 2019, l'ensemble des startups françaises avaient levé 4,5 milliards d'euros. Voilà, donc ça donne un ordre de grandeur. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que par rapport à d'autres secteurs, d'autres industries, on est, enfin, on va le dire, Grégoire autant que moi, on est sur un marché de niche. Par exemple, on a souvenir de belles levées de fonds pour certains acteurs Legal Tech
qui se sont élevés pour certains à plus de 10 millions. Quand dans le même temps, on a des solutions comme Miracle, comme Insect, donc respectivement e-commerce, solutions de marketplace et food tech, et en l'occurrence farine alimentaire à base d'insectes, qui ont levé en 2020, donc dans une année pourtant perturbée, respectivement 220 millions d'euros en septembre pour Miracle, et Insect qui en était un tour de table démarré en février avec un objectif de 125 millions de dollars, parce que là, évidemment, ça passe sous capitaux américains, a bouclé ce tour à 325 millions de dollars. Voilà, donc ce sont des chiffres qui donnent un peu le vertige, mais qui permettent d'une certaine façon de bien situer ce qu'est cette économie de l'écosystème Legal Tech par rapport à l'ensemble de l'industrie et des services inclus, et par rapport à l'ensemble de l'économie de l'innovation. Ouais, je confirme ce que dit Soumi. C'est vrai que c'est un chiffre qui semble assez faible d'une certaine façon. Alors, même si on le compare ne serait-ce qu'à l'environnement de la FinTech que Pierre connaît mieux que nous, mais on pèse effectivement pas très lourd par rapport au levée de fonds habituel dans ce secteur-là. Il faut savoir aussi que c'est un secteur de niche qui est aussi très sensible à des spécificités locales, beaucoup plus que dans d'autres secteurs aussi. Et donc, effectivement, il y a aussi un effet de marché, et la structuration, évidemment, de l'écosystème européen fait que chaque pays finalement va avoir ses propres startups qui vont avoir un peu plus de mal à s'exporter parfois que dans d'autres types d'industries où elles auraient un peu plus de facilité. Il faut en revanche le mettre en perspective, ce chiffre, parce que même s'il semble assez faible comme ça, il faut voir qu'il y a eu une croissance considérable des levées de fonds sur ces legal tech depuis quelques années. 30 millions pour le milieu de la legal tech en France, c'est déjà considérable. On parlait de quelques centaines de milliers d'euros qui se levaient il y a encore quelques années. Il y a aussi une très forte croissance aussi des acquisitions, de toute l'activité M&A autour de la legal tech qui est considérable. Et puis il faut aussi regarder un petit peu, et on va avoir l'occasion d'en reparler, mais regardez ce qui se passe autour de nous aussi, et notamment en Allemagne, où là récemment, en ce début d'année, on a vu une levée de fonds pour une legal tech vraiment très spécialisée qui s'appelle Brighter, qui vient de lever 66 millions d'euros. Donc il y a vraiment une croissance exponentielle autour de ce secteur. Merci Grégoire et Soumi. Alors le dernier chiffre, c'est une date, en 2016, c'est l'année du décret Macron qui a autorisé les avocats à exercer des activités connexes et à titre accessoire, et qui a entraîné beaucoup de projets Legal Tech d'avocats en exercice, et qui a contribué à donner ce chiffre de 300. Donc ces avocats, il y a une association d'ailleurs d'avocats fondateurs de Legal Tech, Avotech, et qui rassemble un bon nombre d'acteurs. Alors, pour la suite, donc l'univers de l'innovation juridique, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Là, on parle d'innovation juridique et pas simplement de Legal Tech, parce qu'il y a les outils métiers, il y a les outils génériques. Donc les outils métiers, ce sont les outils qui sont destinés aux juristes d'entreprise, et les outils génériques, ce sont des outils comme Zoom, qui peuvent être utilisés par toutes et tous, et notamment par les juristes d'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on va voir les deux. On va voir la partie donc Legal Tech, des outils métiers numériques, et aussi d'autres outils génériques, donc surtout dans la partie outils collaboratifs qui ne sont pas destinés uniquement aux juristes. Et on va aussi parler d'innovation technologique, évidemment, innovation numérique, mais pas seulement, avec aussi de l'innovation de type legal design. Donc l'innovation ne passe pas forcément par la technologie en matière de droit, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour le contexte, maintenant, je vais laisser la parole à Soumi et Grégoire d'abord, qui vont nous présenter les contextes internationaux, le contexte international, puis le contexte national. À toi, Grégoire, merci. Merci Brice. Oui, quelques éléments qui sont sortis d'une étude qu'on a réalisée au courant de l'année dernière, en partenariat avec le Global Legal Tech Report, et pour lequel on a collecté donc les données sur on va dire la zone EMEA, où on
a pu identifier un certain nombre d'acteurs de la Legal Tech. L'idée était d'identifier et de localiser, de catégoriser et d'obtenir un maximum d'informations autour de l'activité Legal Tech qu'il y avait en 2020. Évidemment aussi de comprendre aussi ce qui se passait pour eux cette année un peu compliquée, et puis de commencer à cartographier finalement ce qui se passait dans cette Europe de la Legal Tech. On a identifié pas mal de choses, on a eu beaucoup de retours avec plusieurs centaines de Legal Tech qui sont manifestés. Ce que ça nous a permis d'identifier avant tout sur les catégories que vous avez à l'écran, c'est qu'on a 26 catégories saillantes vraiment d'acteurs de la Legal Tech avec finalement un point très important autour de ces chiffres qui est l'automatisation documentaire qui reste vraiment très majoritaire dans vraiment l'objectif qui est atteint par la plupart de ces legal tech. Beaucoup de sujets connexes aussi autour de la gestion de la connaissance, de la collaboration, de la compliance, les legal ops aussi en forte croissance, tout ce qui est évidemment gestion de dossiers, gestion d'affaires, tout ce qu'on va catégoriser sous le case management, des choses qui sont aussi assez liées. Alors le contract lifecycle management, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est évidemment un sujet très fort aussi, mais beaucoup de choses qui gravitent finalement beaucoup autour d'approches très fonctionnelles, des choses un peu plus basiques qu'on l'imagine finalement, et qui est aussi d'une certaine façon assez lié au niveau de maturité des marchés européens, qui n'est pas toujours celui qu'on a nous en France, et une vision qui est un petit peu plus on va dire avancée maintenant sur le marché français avec des solutions de pointe et des technologies de plus en plus expertes, qui sont des choses intéressantes. Si on s'attarde peut-être sur la slide suivante, on a quelques contenus aussi qui sont un peu plus transverses. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que donnent ces mêmes catégories un petit peu partout dans le monde. Alors, vous voyez, on a essayé de représenter aussi différentes zones, différents continents. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, l'automatisation documentaire, ça reste le sujet principal un peu partout, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie. Ça reste un sujet vraiment de préoccupation principale. Les legal ops aussi sont, et ça fera plaisir à un certain nombre de personnes au sein de la FGE, c'est un vrai sujet qui continue de croître et qui occupe beaucoup les legal tech qui développent des outils dédiés finalement pour ces profils hybrides. Un sujet intéressant aussi, qui est très propre finalement à l'Amérique du Sud et à la région Afrique, qui est l'accès à la justice, qui fait partie des legal tech qui sont les plus représentés dans ces zones-là, d'accès au droit finalement, de base documentaire, d'accès à l'information, de connexion avec des représentants de conseils juridiques, etc., qui sont aussi des solutions très représentées. Si on passe sur la slide suivante également, où là aussi on retrouve un certain nombre d'informations sur finalement les principales cibles que servent ces solutions legal tech. Et là, sans grande surprise, vraiment la grande majorité sert avant tout des cabinets d'avocats et des départements juridiques. Dans une moindre mesure, et là aussi on voit vraiment un vrai palier, un certain nombre d'entreprises plutôt PME, ETI, avant de servir qui que ce soit qui serait vraiment du consommateur de services juridiques ou d'accès à la justice qui est vraiment un peu plus sous-représenté. On est vraiment sur des solutions qui ciblent avant tout les professionnels du droit. Quelques chiffres intéressants, on a essayé d'identifier également les années de création de ces legal tech, et on identifie finalement plusieurs zones de création qui correspondent assez bien à ce qu'on a vu aussi en France et à l'évolution européenne du nombre de legal tech. Et donc on a une première zone, il y a une petite animation avec un premier cercle qui s'affiche, qui va correspondre à peu près jusqu'à 1986 pour les premières, jusqu'à la partie 2010 à peu près. On est sur cette première phase qui est vraiment de croissance lente et d'émergence de la legal tech. On a connu ces quelques années où c'était les premiers cas d'usage finalement. Là, on est vraiment sur les premières solutions de gestion de l'information juridique, essentiellement sur le premier cas d'usage qui était avant tout celui de la gestion des contrats, la gestion des tout premiers dossiers. La deuxième zone, elle commence à partir de 2010-2011, c'est une première phase d'émergence d'un certain nombre de legal tech. Là aussi, avec un peu plus d'automatisation documentaire, on commence à prendre conscience de ces besoins-là. Donc vous voyez, on a en moyenne une dizaine de legal tech spécialisés qui vont se créer dans ce secteur-là. Et puis le vrai boom, c'est à partir de
2016, 2017, donc ça date il y a à peine 5 ans, où là vraiment on a un nouveau palier où on a une vraie croissance, une vraie prise de conscience autour de ces sujets-là. Et donc on a normalement ces 3 zones. Brice, je ne sais pas si tu peux activer des animations. Voilà, normalement on a ces trois grandes catégories et qui continuent de croître. On le voit notamment, ne serait-ce que dans l'année 2020, on a continué à voir un certain nombre de legal tech qui ont émergé, qui continuent de se spécialiser, qui vont toujours un petit peu plus loin sur des secteurs de niche aussi, où là aussi on voit de plus en plus d'acteurs. Quelques chiffres intéressants aussi sur finalement sur le sexe des fondatrices, fondateurs de ces legal tech. D'une certaine façon, on voit qu'il y a une certaine dominance masculine dans les créateurs de legal tech. Alors c'est certainement pas une fierté, c'est toujours un petit peu surprenant. C'est d'une certaine façon, on l'imagine aussi le reflet d'une profession qui a été très masculine, notamment le secteur du cabinet d'avocats avec des associés plutôt masculins. Alors c'est une représentation très européenne. On voit néanmoins qu'il y a une évolution qui se fait progressivement avec de plus en plus de legal tech qui sont fondées par des femmes. On voit aussi qu'il y a un impact sur la levée de fonds qui est intéressant, avec une certaine crédibilité qui est accordée aussi aux legal tech un peu plus féminines. D'autres chiffres oui. En contraste de ça, dans la French Tech 120, donc sur la partie plutôt start-up générale, ce qui a été relevé, c'est qu'il y a seulement 6% de femmes qui sont des fondatrices de start-up en fait. Donc là, on a un pourcentage qui est effectivement beaucoup plus important et c'est intéressant. Ouais, j'avais pas ce chiffre-là, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça peut être une fierté, mais enfin, en tout cas, on a une petite marge, sur la legal tech européenne, ça reste quand même encore très sous-représenté, mais effectivement, c'est intéressant de voir que ça évolue et l'impact que ça peut avoir aussi sur la crédibilité vis-à-vis des clients. Même chose sur les fondateurs de legal tech et leur expérience dans le milieu juridique, qui est un élément intéressant. C'est vraiment quelque chose qui correspond plus à un travail d'insider. Il faut être un peu passé par le milieu pour comprendre exactement quel est le besoin. Il y a aussi une forte représentation, évidemment, des startups qui sont fondées par des cabinets d'avocats. Alors, nous, effectivement, avec le décret Macron dont parlait Brice en introduction, qui facilite l'émergence de ces nouvelles activités. C'est quelque chose qui est un peu moins encadré dans d'autres juridictions aussi, dans le reste de l'Europe, qui est un peu plus facilité. Et on a évidemment là une forte représentation évidemment des legal tech avec un background juridique. Et puis enfin, quelques chiffres aussi sur les levées de fonds, alors qui sont des informations de Legal Complex qui recensent l'ensemble de ces activités de M&A et de levée de fonds. On retrouve ici un chiffre qui est intéressant, qui est pris depuis le 1er janvier. Et c'est pour illustrer ce qu'on se disait en introduction aussi, autour de ces fameux 30 millions qu'on avait en France en 2019. Il faut voir que les 660 millions dont on parle, c'est uniquement les levées de fonds, les activités qui sont intervenues depuis le 1er janvier 2021 autour de la legal tech en Europe. Et donc, vous voyez, on voit notamment les fameux 66 millions qui ont été levés par Brighter. On voit aussi des spin-offs de projets qui sont portés par des cabinets d'avocats. Il y a une activité qui est considérable, 660 millions, on commence à être de plus en plus proche du milliard levé autour de la legal tech. On va s'en approcher assez rapidement. Donc l'activité, elle est en croissance permanente. Vous voyez, on voit 187% sur la période. C'est colossal. Merci Grégoire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Simi qui va se pencher un peu sur la situation franco-française. Alors, franco-française, on ne l'est jamais complètement. Pour prolonger en fait ce qui a été présenté par Grégoire, bon, vous avez tous, je pense, connaissance de cette cartographie qui vise, comme ce qu'on a pu apercevoir précédemment et produit par l'ELTA, à identifier, à situer et à catégoriser effectivement les différentes offres et les différents acteurs. Alors ça, c'est, disons, une première façon
d'approcher et d'embrasser ce mouvement de l'innovation juridique. Et comme l'a dit Brice en introduction, il ne s'agit pas que de solutions et de réponses portées par la tech. On va y revenir. Mais moi, mon point donc, dans ce que je vais vous partager, c'est plutôt de dégager quelques tendances à partir d'observations sur les quelques années d'existence de la Legal Tech française. Donc, effectivement, il y a l'approche analytique avec des cartographies comme celle-ci. Il y en a une autre qui est sur la slide suivante et que vous connaissez peut-être, qui est un peu plus récente, qui a été produite en début d'année par... non. En fait, je crois que tu as cliqué sur l'image. Alors, un instant, je vais... Juste faire défiler la suite. Voilà. Donc, cette cartographie... c'est bon? Non, c'est la précédente. On va y arriver. Juste avant. Avant, voilà. Ne bouge plus. Mais de toute façon, on va pas s'appesantir dessus. Ça, c'est une autre cartographie qui a été produite en février dernier par une agence qui s'appelle YouChange et qui est pour une étude menée par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, donc sur le territoire français, et qui, elle, s'intéressait à identifier ce qu'elle a appelé les catalyseurs, donc en gros les vecteurs, les acteurs qu'ils soient institutionnels ou associatifs, qui ont vocation à accélérer et renforcer en fait la structuration de cet écosystème des legal tech. Et cette approche est intéressante et complémentaire des autres parce qu'effectivement, elle fait valoir que, comme on est dans le droit, eh bien, évidemment, les instances ordinales, typiquement comme le CNB, les institutionnels attendus sur le terrain comme le ministère de la Justice ou la Cour de cassation, sont particulièrement prégnants, mais pas que. On voit aussi, alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail des logos, mais on voit aussi qu'on a des cabinets, des gros cabs, en l'occurrence plutôt internationaux, Magic Circle, qui sont moteurs, qui sont clés dans cet écosystème Legal Tech, tout comme l'a évoqué Grégoire précédemment à propos des levées de fonds sur des projets portés par cette dernière catégorie d'acteurs. Une autre façon d'entrer, donc je reste toujours sur l'analytique avant d'en venir à mes tendances, sur la slide suivante, c'est par exemple ce moteur de recherche qui a été produit par Day One, Olivier Chaduteau, donc là qui vous est un petit peu plus destiné puisqu'il s'adresse avant tout aux directions juridiques en entreprise et qui lui, là est pour le coup un outil carrément plus opérationnel. Au-delà de la cartographie, il s'agit de produire les moyens de chercher et d'identifier des solutions qui vont répondre à un besoin. Donc c'est une approche par la fonctionnalité et par la chaîne de valeur. On peut avancer. Donc, j'ai essayé de synthétiser en 3 slides ce qui me semblait intéressant de partager avec vous. D'abord sous l'angle, effectivement, de ce qui est peut-être structurellement caractéristique de la Legal Tech française. Alors, il faut avoir à l'esprit que, donc, comme on l'a dit et redit, c'est effectivement un marché de niche, mais c'est parce qu'il s'agit de droit et parce qu'il s'agit d'application de la règle de droit, c'est un marché qui a une visibilité particulièrement intéressante, notamment des acteurs publics. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il se trouve qu'en France, on a ce qu'on appelle habituellement par un raccourci la Startup Nation, on a une vraie politique publique pro-innovation. La Startup Nation, c'est concrètement une politique qui est très volontariste de financement dédié, donc avec 2 opérateurs majeurs qui sont la Banque publique d'investissement
et la Caisse des dépôts et consignations, mais on a aussi du côté de la DINUM, la Direction interministérielle numérique de l'État, et puis de Bercy, des dispositifs et des organisations qui sont généreux, qui sont ambitieux et qui visent à soutenir l'écosystème de l'innovation dans son ensemble, donc French Tech, FT120, etc. Et de fait, donc la Legal Tech en bénéficie également. Vous aurez sans doute relevé, peut-être, comme moi, que pendant la crise sanitaire, les prêts garantis par l'État ont été particulièrement justement actionnés par ces acteurs de l'innovation. L'État lui-même, l'État français, on a toujours tendance à se dire qu'on est en retard, qu'on est face à des systèmes d'information antiques, archaïques, anachroniques. Pour autant, quand on compare, et c'est toujours très utile de faire un zoom out, comme on l'a fait avec Grégoire à l'occasion de l'étude de ELTA, on est en France, on a la chance d'avoir affaire à un État qui a une stratégie d'innovation, enfin de modernisation de sa propre action, qui est plutôt bien posée, bien structurée depuis presque 10 ans maintenant, au sein d'Etalab et de d'INSIC puis d'INUM, et qui s'est déployée de façon agile, alors de manière complètement inégale selon les ministères, bien évidemment, et la justice n'est pas forcément très bien placée dans cet agenda. Pour autant, il y a des dispositifs comme par exemple les startups d'État, comme les entrepreneurs d'intérêt général, qui ont fait leurs preuves et qui, d'année en année, de promotion en promotion pour les entrepreneurs d'intérêt général, permettent sur le long terme et de manière organique de transformer l'action publique. Et pourquoi est-ce que ça nous parle? Parce que tout simplement, ce sont des solutions, ce sont des services réformés qui se trouvent aujourd'hui directement, frontalement concurrents de solutions qui pourraient être portées par des acteurs du secteur privé. Et pour certaines de ces solutions, on est vraiment à l'état de l'art de ce qui se fait en matière de plateforme, en matière de services numériques. J'ai coutume d'insister là-dessus parce que souvent c'est une sorte de blind spot quand on s'intéresse à l'économie de l'innovation en matière de droit. On en oublie qu'il y a toutes ces initiatives du côté des acteurs publics, notamment l'administration centrale, dont il faut tenir compte. Et enfin, je l'ai déjà dit à propos de la cartographie de la Banque des territoires, il faut bien avoir à l'esprit donc on est sur un écosystème qui est nativement hybride et qui va accueillir aussi bien des initiatives, par exemple, du Conseil national des barreaux, du Conseil supérieur du notariat, que de collectifs associatifs, que d'autres acteurs qui ne sont ni marchands ni publics. Deuxième volet, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Brice, de ma petite synthèse. Alors, on n'est pas sur le même. Est-ce que tu aurais. Voilà. Merci. Donc là, il s'agit d'évolution. Il s'agit de vous partager quelques tendances sur la durée, donc entre à peu près 2014-2015 et puis aujourd'hui, et où donc on peut dégager peut-être une poignée comme ça de notions qui sont que clairement on a une vraie structuration du marché. Il y a beaucoup moins de solutions disons amateurs ou de solutions opportunistes en 2020 par rapport à 2015-2016. On a évoqué l'effet levier des lois Macron. J'ajouterais que l'année 2020, hélas ou heureusement, avec la crise sanitaire, a vraiment servi de reality check d'une certaine façon et a permis de mieux structurer encore et d'assainir le secteur. On l'a déjà dit, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui,
l'écosystème de la Legal Tech, il est le fait, enfin, il est largement le fait des professions réglementées aussi. Hein, ils sont une part dynamique des entrepreneurs dans ce secteur. Donc, il y a eu effectivement une période de sidération, une période de rejet. Ça peut être conflictuel par le passé, et ils sont désormais plus majoritairement, et puis c'est souvent le fait de la base, ils sont proactifs, ils inventent, ils cherchent des moyens de s'allier avec des acteurs tech. Il reste des freins déontologiques et réglementaires, et notamment chez OpenLaw, mais pas uniquement. On travaille justement à les accompagner dans l'infléchissement de ces règles et de ce cadre réglementaire, en poussant par exemple des chartes éthiques pour un marché libre en ligne. Il y a un troisième point qui me semble aussi important, c'est de faire valoir que du fait d'un segment important en fait dans l'économie du droit, disons, qui est l'information, l'accès à l'information juridique, on a d'une certaine façon une surreprésentation des acteurs industriels déjà installés de longue date, que sont les éditeurs juridiques. Donc c'est parfois visible et observable, par exemple, à l'occasion du sujet sur l'open data des décisions de justice en France, mais c'est aussi clairement le cas de manière plus, disons, factuelle et objective lorsqu'on regarde les concentrations à échelle internationale, où aux États-Unis, Thomson Reuters ou Rilex, donc la société qui est derrière LexisNexis, rachète. C'est ce qu'évoquait Grégoire tout à l'heure. On a un marché des acquisitions qui est très, très dynamique et qui est, j'allais dire hélas, mais de manière attendue, souvent le fait des acteurs déjà, en fait, déjà bien positionnés sur ce marché. Et enfin, un dernier point, et ça, je sais qu'on va y revenir quand on rentrera dans le détail, il y a clairement, donc ça c'est une observation de ma part, il y a ce que j'appelle des logiques d'intégration. Alors, il s'agit effectivement au sein de cet écosystème et pour un segment donné de bien couvrir en fait une chaîne de valeur dans son ensemble et d'y aller aujourd'hui comparativement à ce qui a pu être le cas il y a quelques années, enfin il y a 3-4 ans, d'y aller à coup d'affiliation et de partenariat et d'intégration de solutions tierces. Donc, par exemple, entre deux startups. Alors, évidemment qu'il y a l'open innovation classique, entre guillemets, entre des grands groupes, des ETI et des startups. Mais moi, ce que je trouve intéressant de suivre, de détecter, c'est ces modèles d'affiliation, par exemple, entre un Call Lawyer et Doctrine, entre un Ruby Payer et Legal Life, et il y en a plein d'autres. Et c'est une logique qui, de fait, a cours plus globalement dans l'économie des startups et qui va se fonder sur effectivement une interopérabilité des solutions entre elles, l'ouverture via des API ou des services, de manière à pouvoir couvrir, donc comme je le disais, une chaîne de valeur qui se trouve correspondre à un besoin avéré des clients et notamment des entreprises. Peut-être juste un commentaire là-dessus. Ce qui est intéressant sur ce marché de la Legal Tech, en particulier en France, mais c'est valable un peu partout, c'est que plus qu'ailleurs, on a vraiment deux polarités. On a d'un côté les fournisseurs et les entreprises qui s'intéressent au contenu et celles qui s'intéressent au contenant. Et d'une certaine façon, on a ces deux polarités qui ont longtemps cohabité côte à côte et qui, depuis quelques années aussi, du fait de l'accélération d'autres technologies, sont en train de se rapprocher. Évidemment, c'est un lien qui est très logique. Aujourd'hui, les professionnels du droit en entreprise, elles ont envie d'avoir le contenu dans le contenant et pas seulement d'avoir d'un côté des gens qui leur vendent des boîtes pour stocker leur information et de l'autre côté des outils qui leur apportent l'information. Et donc cette forte connectivité qu'on commence à voir un peu plus, notamment aux États-Unis où il y a des outils qui ont évolué et qui ont apporté finalement plus d'analyse autour des documents qui sont produits par les professionnels du droit, on voit ce rapprochement s'effectuer rapidement et à la faveur évidemment de ces rapprochements dont parlait Sumi à l'instant, de liens de cohérence qu'il va y avoir entre certaines startups. Complètement, oui. Effectivement, c'est intéressant de le prendre sous le prisme contenant-contenu parce que c'est ce qu'on observe typiquement, notamment lorsque les legal tech sont portés par des acteurs qui ne sont pas issus justement de cette industrie légale. Comme le rappelle ton graphique, il y a environ un quart, c'est ça,
de startups qui sont totalement étrangères, disons, à cette industrie et qui, de fait, ont besoin en fait, de se rapprocher de ceux dont c'est le métier et la création de valeur principale. Un dernier point pour ce qui me concerne, mais qui va être une parfaite transition avec l'approfondissement qui suit, c'est la slide suivante, Brice. À savoir que, donc, toujours en termes de tendance, d'évolution dans le temps, Grégoire l'a déjà dit, mais ça se vérifie complètement à l'échelle française. Les segments qui enregistrent le plus d'activité, de vivacité, de mouvements tectoniques sont sans surprise effectivement toutes les solutions qui tournent autour de la génération et du management de documents juridiques, et pas que du contrat, et puis tout ce qui vise à plateformiser, enfin numériser les opérations légales en entreprise principalement, inclut donc les petites briques qui peuvent être considérées comme à faible valeur ajoutée, qui sont par exemple, qui peuvent être de la signature électronique ou de la notification, de la convocation automatique. Et pourquoi je précise que c'est de la faible valeur ajoutée, c'est que là, on est clairement sur de l'optimisation, de l'amélioration des process. Et d'un point de vue tech, on n'est pas sur des solutions qui sont très, très sophistiquées. C'est-à-dire que la valeur, elle est surtout dans l'usage, dans l'adoption de ces solutions et de ces nouveaux environnements de travail. Et donc, c'est pour autant, quand bien même cette valeur tech est entre guillemets faible, la valeur d'un point de vue business et marché est considérable parce qu'il s'agit tout simplement de fluidifier des workflows qui occupent beaucoup de monde et de ressources actuellement en entreprise. Deux dernières catégories que j'ai intitulées le risk assessment. Alors, donc, évidemment que ça peut renvoyer à tout ce qui est plateforme de compliance, évaluation. Alors, hormis les process strictement attachés à, par exemple, de la conformité RGPD ou anticorruption, il y a des acteurs qui vont s'intéresser à produire, de même que, dans le secteur plus large de tout ce qui est service pour les entreprises, produire des outils de monitoring, de pilotage des données. Et donc là, en l'espèce du risque juridique possible. Et je mets dans cette même catégorie quelque chose qui est très à part et qui fait beaucoup parler, qui est ce qu'on appelle la jurimétrie aujourd'hui, qu'on a pu appeler la justice prédictive, et qui pareillement se fonde sur du calcul, des approches probabilistes, et avant les approches probabilistes et les modèles statistiques, une vraie maîtrise de la donnée, de la transformation et de la qualification de ces données. Et enfin, et donc ça c'est effectivement important de le rappeler, tous ces nouveaux acteurs, ces solutions émergentes, toutes ces transformations, elles s'accompagnent nécessairement d'un essor, en fait, d'une émergence aussi de nouveaux acteurs dans le secteur du conseil et donc de l'accompagnement dans la transformation numérique des organisations, avec dans ce qu'on appelle le legal design, on y reviendra, mais de manière plus générale, le recours un peu plus naturel aujourd'hui par les acteurs du droit à des prestations de conseil, tout simplement en stratégie et en innovation. Et voilà pour les quelques... Merci Soumi. Donc maintenant, nous allons aborder... bien sûr, tiens. J'ai une rapide question et observation pour Soumi et du coup Grégoire en même temps. Sur la slide d'avant, en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, ces catégories-là, ce sont des catégories qui ont vocation à s'adresser à des besoins presque transnationaux en fait, des entreprises.
C'est-à-dire que du coup, c'est pas forcément lié aux opérations ou à une fonction juridique qui serait précise dans un pays, mais plutôt quelque chose qui permet d'avoir un marché total adressable qui serait du coup l'essentiel des entreprises par rapport à différents pays. Donc quand on voit opération légale, document drafting, etc., en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les pays, en fait, finalement, de présence potentiellement. Est-ce que c'est du coup, est-ce que ça signale d'une part ce besoin peut-être des investisseurs d'être rassurés sur la capacité des acteurs à adresser différents marchés de pays, et est-ce que du coup ça veut dire que il y aura peut-être une deuxième vague Legal Tech dans quelques années qui elle sera peut-être plus nationale, plus liée à des droits nationaux, ou est-ce que du coup au contraire on ira toujours vers quelque chose d'assez transnational, à votre avis? Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Grégoire, tu veux répondre sur la dimension internationale ou pas? Ouais, brièvement, pour ne pas nous mettre trop en retard sur les autres catégories, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, il y a une forte. L'internationalisation de ces solutions, elle est liée au fait qu'elles soient évidemment le moins locales possible, donc très exportables. Je pense que ce qui les rend en ce moment très attirantes et très attrayantes, c'est finalement le résultat de 18 mois aussi de télétravail. On a eu un retour un peu à un pragmatisme beaucoup plus fort pour les professionnels du droit qui ont fait le stress test de leurs organisations et de leurs process et qui se sont rendus compte qu'en fait, il fallait peut-être qu'on vienne aussi à du basique pour mieux progresser. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, Pierre. Je pense qu'on va aussi se diriger vers des solutions un peu plus de niche, un peu plus pointues, mais un peu plus tard. Je pense que pour beaucoup d'organisations, on avait aussi un peu mis la charrue avant les bœufs. Ça rejoint en partie ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, toute la partie LegalOps et dématérialisation d'un workflow, on voit bien que c'est parfaitement scalable et que c'est d'une certaine façon assez générique. On parlait de contenant, contenu. En revanche, quand on se penche sur le document, bah, clairement, là, quand bien même on est face à des acteurs qui ont une emprise internationale, on doit adapter. Enfin, on est dans des logiques de droit national et de juridiction qui nécessitent quand même d'adapter, et tout n'est pas scalable à l'infini, à mon sens, sur ce segment-là. Voilà. Donc, c'est encore un champ ouvert à venir. Oui, c'est ça. Merci. Donc maintenant, nous allons aborder la partie catégorie avec des noms, avec les acteurs, avec les principes de fonctionnement et des démos. Donc on va aborder ces catégories. Donc on a déjà évoqué juste avant, contract management, le moteur de recherche, le legal design, les outils collaboratifs, une partie communication et l'automatisation de contrats, évidemment. Alors, sur la première partie de contract management, il y a une série d'outils qui permettent justement de gérer toute une collection de contrats, de la gérer. Alors, il y a les acteurs institutionnels, Legal Suite, CFTO, il y a les Legisway, il y a les nouveaux acteurs aussi, avec Pandadoc, Juro, Leeway. Il y a aussi des acteurs qui se sont concentrés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir plus rapidement traiter cette collection, intégrer plus facilement dans sa base de données, pour pouvoir également rechercher plus facilement des éléments. Et dedans, on retrouve donc Hyperlex et Softflow. Alors, Softflow qui vient de se faire d'intégrer, enfin, il y a quelques mois, qui a intégré Legal Suite. Alors déjà, Grégoire, comment toi tu vois un petit peu ce développement des outils, les nouveaux, les anciens, comment tu vois un petit peu ce marché du contract management? C'est le premier marché. C'était le cas d'usage initial. C'est par celui-là qu'un peu toutes les legal tech ont commencé. Avant même qu'on connaisse le terme, hein, c'était des Monsieur Jourdain finalement qui sont découverts legal tech un peu sur le tard. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était déjà une problématique pour les grandes entreprises de se demander comment est-ce qu'on stockait les contrats et comment est-ce qu'on tout simplement on arrivait à suivre des questions de reconduction. Donc là, je pense qu'on a juste un petit échantillon de finalement de ce qui existe sur le marché. C'est probablement la catégorie dans laquelle on a le plus de choses, le plus de catégories. Alors en Europe, on en a beaucoup.
Il y a des sous-catégories évidemment dans la partie gestion de contrat qui va ce sera intéressant d'avoir aussi la lecture de Pierre là-dessus, parce que la gestion d'un contrat, ça va est-ce qu'on parle de sa préparation, de son écriture, de sa génération, de son suivi, de sa négociation, de sa signature, de son exécution, voire du suivi post-exécution. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Là, justement, tu vas nous permettre de nous expliquer un petit peu ce tableau justement de la gestion documentaire. Alors c'est plutôt Sumi qui pourra nous en dire plus. Je crois que c'est elle qui avait préparé cette lecture, mais oui, bien sûr. Oui, c'est moi qui avais produit cette espèce de diagramme qui permettait de faire valoir effectivement qu'il y avait plusieurs façons d'aborder ce segment du contract management, du contract lifecycle management, puisque on a des acteurs qui vont par exemple s'intéresser au transactionnel, au parcours en fait, du document jusqu'à sa signature. On a des acteurs qui arrivent, donc les fameux Monsieur Jourdain qu'évoquait Grégoire, qui préexistaient à la Legal Tech, il s'en trouve, et qui arrivent avec plutôt une expertise sur tout ce qui est gestion documentaire et knowledge management, donc c'est l'axe horizontal. Et puis, on a des acteurs alors qui sont effectivement plutôt du côté de la maîtrise sémantique du texte, etc., donc avec ou sans IA, enfin en tout cas NLP, donc l'axe rouge, qui vont se faire valoir, eux, la capacité à produire intelligemment du document, soit avec un granule très fin de la clause, du closier, etc. Et couvrir les trois dimensions, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai presque envie de dire, c'est ce que j'observe aussi, c'est pas non plus un besoin porté par toutes les structures. C'est-à-dire qu'on peut, en fonction de l'organisation de sa structure, avoir avant tout besoin d'un acteur qui va bien couvrir le workflow transactionnel, par exemple un close qui va faire ça très bien qui va très bien le restituer dans son UX, où on peut avoir besoin d'une solution très puissante et parfaitement éprouvée parce qu'on est un groupe international et qu'on doit tout mettre en base. Donc, c'est plutôt l'aspect GED qui va nous intéresser, etc., etc. Et ce qu'on observe aussi donc, pour ce segment, c'est que bien évidemment, les acteurs qui s'y positionnent essaient de couvrir, ont dans leur feuille de route de développement les dimensions manquantes de manière à se positionner sur le marché comme un Luminance, un Kira System, un Concorde ou autres gros acteurs anglo-saxons. Voilà. Merci Sumi. Alors juste pour vous montrer ce que peut faire ce type de solution. Donc là, c'est sur Hyperlex. Alors, est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? Non, pas de notre côté. Bon, il okay. y a des sous-titres, cela dit, mais... Ok, alors donc voilà, juste, alors est-ce que si je voilà. Ouais. Donc là, qu'explique Alexandre Brux d'Hyperlex, c'est que le contrat a été scanné et rentré en PDF dans l'outil Hyperlex, que l'outil reconnaît les clauses, que l'outil peut reconnaître le type de contrat, que l'outil peut reconnaître les types de signatures. Et ça, c'est la phase d'onboarding justement que permet l'intelligence artificielle et qui est mis en avant dans l'outil de type Hyperlex. Du coup, évidemment, c'est beaucoup plus pratique pour retrouver aussi des clauses, pour pouvoir comparer des contrats. S'il faut faire évoluer une certaine catégorie de contrats, on peut traiter les choses beaucoup plus facilement que sur un tableau Excel, parce que un des premiers outils de gestion des documents, pour l'instant, chez beaucoup de juristes, c'est encore Excel. Ces outils permettent justement de gagner un temps précieux. Alors, je vais essayer de revenir à... du coup, ça, c'était pour la démonstration. Alors, pardon, je vais essayer de revenir... Voilà. Donc, la catégorie suivante que nous allons évoquer et que nous avons déjà évoqué, c'est évidemment la partie automatisation de contrat.
Donc, c'est la catégorie d'outils qui vous permet de produire simplement une grande quantité de contrats avec toujours un aspect répétitif et aussi de valeur ajoutée. C'est-à-dire que la promesse, c'est justement de gagner du temps pour se concentrer sur la vraie fonction du juriste, qui est celle de penser le contrat et non celle de produire le contrat en soi en quantité. Le principe de fonctionnement, c'est des variables, des conditions et un questionnaire, enfin des questionnaires. La variable, c'est évidemment des termes, des éléments qu'on va retrouver systématiquement dans chaque contrat. Donc, ça peut être le nom des parties, l'adresse des parties, ça peut être aussi la localisation des parties prenantes. Les conditions, évidemment, c'est si le contrat, par exemple, est de telle catégorie, alors il va y avoir une série de clauses qu'on va vouloir attacher au contrat. Ça peut être évidemment la localisation du contrat. Si le contrat a été passé dans tel pays, alors on va appliquer tel type de clause. Donc, c'est toujours cette manière répétitive de construire le contrat qui peut être supprimé beaucoup plus facilement avec ces outils. Et donc, comment on va remplir le contrat? Finalement, on va le faire avec un questionnaire. Le questionnaire qui va permettre de répondre aux questions de variables et de conditions. Et ce questionnaire peut être rempli évidemment soit par le juriste lui-même, soit par l'opérationnel aussi. Donc, le juriste va pouvoir créer une matrice de contrats à produire qui va être finalisée par les opérationnels. Du coup, dans cette catégorie, on retrouve alors 4 grands acteurs en France. Il y a Gino Legal Tech, Legal Pilote, fondé par une avocate. Donc là, on est dans le décret Macron. Alors, je ne sais pas si ça a été fait pile en 2016, mais en tout cas, là, on est dans la Legal Tech créée par des avocats, LexDev et Ozidoc également. Alors là-dessus, j'ai envie de poser la question à Pierre. Est-ce que c'est déjà une logique dans laquelle vous êtes rentré peut-être dans PayFit? Est-ce que c'est une logique que peut-être vous voulez mettre en place prochainement? Et j'ai envie de aussi poser la question après à Laetitia. C'est une logique qui est hyper importante en fait parce que souvent le contrat, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un objet un petit peu complexe. C'est à la fois quelque chose qui a une valeur juridique, mais surtout qui a une valeur financière, une valeur business très importante. Et donc la capacité en fait d'une organisation à produire rapidement du coup des contrats qui viennent remplir finalement la fonction commerciale est évidemment un facteur de croissance très important. Et donc en ça, évidemment, chez Defit, on a un système qui vise à automatiser autant que possible, du coup à rendre aussi efficace que possible la négociation de nos commerciaux vis-à-vis de nos clients. Et Laetitia, est-ce que c'est aussi une réflexion dans ta direction juridique que vous avez de mettre en place ces outils d'automatisation de contrat? Alors, pas pour le moment, je pense pas, parce qu'on est sur un secteur un petit peu particulier. Après, effectivement, c'est aussi une méconnaissance, je pense, des outils qui sont proposés. Et ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec la Digital Task Force, on va travailler justement à des ateliers pour connaître un petit peu mieux ces outils-là. Et je pense que ça peut... c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour éventuellement, effectivement, réfléchir à des applications en pratique. Merci. Alors, encore une démo alors, sur le questionnaire. Alors, donc le son ne passe pas, mais là, on a justement la partie questionnaire de l'outil Gino Legal Tech. Et donc, l'animateur explique justement comment remplir simplement le questionnaire pour pouvoir après produire le contrat. Donc, c'est comme ça qu'on produit en fait le contrat et on ne passe plus par le document Word, le Word en soi. Et là, les opérationnels peuvent également le manipuler. Donc, c'est aussi un gain de temps pour le juriste de ne pas avoir à traiter évidemment lui-même le document. Et Grégoire, est-ce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités? Il y a une bataille un petit peu sur ce sujet en Europe? Oui, sur la génération, il y a beaucoup d'approches en fait sur cette
thématique-là, parce que c'est très difficile de rester neutre sur un outil comme ça, c'est-à-dire de ne pas tout d'un coup prendre une teinte d'un secteur en particulier. C'est des outils qu'on essaie de maintenir, enfin c'est des outils sur étagère, hein, faut pas se leurrer. On essaie de distribuer quelque chose qui soit le plus neutre possible, mais en même temps en laissant la possibilité à chaque client d'adapter l'outil à ses propres spécificités locales. Donc oui, il y a pas mal de concurrence parce que c'est finalement le plus intuitif. Ça se rapproche d'une certaine façon, alors dans une totale autre mesure, mais un petit peu de l'idée du legal design, c'est-à-dire qu'on veut conduire les utilisateurs à avoir une autre expérience du droit quand ils créent un document, quand ils le remplissent, etc. À les responsabiliser aussi, il y a beaucoup cette approche-là, plutôt que tout le temps déléguer à la fonction juridique, de ne pas s'intéresser à cette approche-là. Et c'est très important de les impliquer davantage. On voit de plus en plus d'outils de ticketing pour les services juridiques, pour créer des canaux d'entrée de la demande directement en entreprise. Ça aussi, ça fait partie des sujets importants. Et là, en fait, justement, on voit sur la partie gauche de l'écran donc la variable objet qui est remplie et qui est donc modifiée dans l'autre partie, donc dans ce qui sera le contrat final. Donc, on voit comment on passe du questionnaire au contrat à travers des variables. Et là, on ne voit pas, mais il y a aussi les conditions. Alors, sur la partie... Voilà, les outils de recherche. Donc ça aussi, c'est une catégorie assez importante qui permet de trouver donc un texte ou une jurisprudence. C'est un point important car les acteurs essaient de se démarquer. Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur la partie généraliste, il y a aussi quelques acteurs spécialisés. Sur les généralistes, on essaie de se démarquer avec la fonction. Alors, on parlait de justice prédictive tout à l'heure. Donc, c'est que ces outils permettent une approche statistique des décisions de jurisprudence pour avoir des statistiques par rapport aux peines qui sont, par exemple, proposées dans certaines situations, au montant des indemnités accordées en matière de droit social. Donc, ces acteurs essaient de se démarquer d'abord par des fonctions, et après, il y a évidemment le nerf de la guerre qui est le nombre de données. À titre d'exemple, Légifrance, donc vous connaissez tous, contient 700 000 décisions de justice, donc cours de cassation, de deuxième degré, de troisième degré. Doctrine, donc qui est un des acteurs les plus représentatifs de cette catégorie, en revendique près de 8 millions de décisions de justice. Alors, est-ce que c'est marketing ou est-ce que c'est vraiment utile? En tout cas, il y a un gap de données entre les acteurs, un acteur public et donc ces nouveaux acteurs. Et donc, c'est là-dessus où ils essaient de se démarquer. Donc, dedans, on retrouve donc Doctrine, Keslow Analytics, qui propose justement une approche statistique des décisions de justice, Lexis 360. Donc, il y a aussi des acteurs, évidemment, institutionnels qui sont sur le coup. Il y a Dalloz également, qui n'est pas ici, mais qui pourrait être aussi ici, car il propose des fonctionnalités très intéressantes. Jurispredi, donc la Line, et donc Predictis. Donc, il n'y a pas le nom, mais évidemment, c'est Predictis qui est tout à gauche et qui vient notamment aussi d'intégrer des décisions de justice de premier degré, donc de tribunaux. Ce que ne proposent pas tous les outils. Après, il y a les outils spécialisés. Donc, on retrouve Jus Mundi, donc pour les textes et jurisprudences de nature internationale. Case IP, qui s'adresse, qui propose des décisions en matière d'intelligence de propriété intellectuelle. Et Hopitalex, évidemment, qui propose des solutions, des textes en matière de droit de la santé. Donc, justement, par rapport à cette profusion un petit peu de services soumis, alors, quel est ton sentiment un petit peu sur justement la donnée, sur le nombre de décisions de justice? Est-ce que c'est un chiffre qui doit être important et pris en compte ou non? Alors, telle que la question est posée, tu devines ma réponse. Nous n'avons pas répété pour autant. Je ne pense pas que le volume soit aujourd'hui une question et un élément différenciant intéressant pour deux raisons. D'une part, on a un agenda de l'open data jurisprudentiel, donc qui est effectivement
qui est lent, qui est étalé sur plusieurs années, mais qui est bel et bien enclenché. Puis comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a de très beaux développements vraiment à l'état de l'art côté Cour de cassation avec le concours d'État-Lab et des entrepreneurs d'intérêt général. Les entrepreneurs d'intérêt général, c'est un programme en fait de contrats, de missions qui sont déployés dans les ministères sur un projet donné pendant 9 mois. Donc c'est comme ça que, par exemple, le moteur d'anonymisation puis les interfaces d'annotation ont été développées et construites à la Cour de cassation pour les besoins de production de tout cet open data des décisions de justice côté judiciaire. Conseil d'État, c'est une autre histoire, donc je ne vais pas y rentrer dans le détail. Pourquoi ce n'est pas donc une question de volume? Parce que, en fait, en septembre, l'open data, pour ce qui regarde la Cour de cassation, donc au niveau Cour suprême, sera effectif si tout va bien. Il s'accompagnera de la mise en ligne d'un nouveau site pour la Cour de cassation avec un moteur pareil à l'état de l'art, un moteur de recherche, pardon. Et puis, la suite, normalement, est proche, c'est-à-dire qu'au printemps 2022, on aura toutes les cours d'appel, etc., etc. Donc, immanquablement et nécessairement, cet argument du volume sur le moyen long terme n'a plus tellement cours. L'autre raison, c'est que pour les solutions, les approches statistiques probabilistes que tu as évoquées, donc avec un case law analytics, un Juris-Predis ou d'autres, le volume n'importe pas, c'est plutôt la disponibilité en fait des décisions, notamment du premier degré, qui est cruciale. Mais dans cette masse de données, après, pour modéliser justement, en fonction d'un contentieux donné, on n'a besoin jamais que des décisions qui vont être pertinentes pour le contentieux en question, en vue d'identifier les critères, ce qu'ils appellent critériser les contentieux en question et de produire un modèle qui va permettre de faire de la prédiction, c'est-à-dire à partir de ces décisions observées, indiquer entre guillemets des tendances et permettre que les magistrats ou les avocats puissent avancer dans leur dossier. Et donc, ce n'est pas une question de volume. Enfin, il n'y a pas une corrélation immédiate entre volume massif égale capacité décuplée d'un point de vue technologique. Donc ça, c'est un faux... voilà. C'est un petit mythe qui continue de courir. Merci, Soumi. Pierre, est-ce que dans ta direction juridique, est-ce que vous avez recours à ce type d'outils? Alors, on a recours à des outils, mais plus par rapport à un besoin d'accéder à la norme qu'à un besoin d'accéder à la jurisprudence pour l'instant. Donc, la grosse problématique, évidemment, en matière de droit social, c'est l'évolution quasi constante de la réglementation applicable. Donc ça, un peu dans tous les pays de présence de PFIT. Donc ça, c'est le gros enjeu, en fait. Donc c'est pour ça que ça peut nous être très utile que de se reposer sur des acteurs spécialisés. Donc là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est Maître Data, qui est effectivement spécialiste en droit social. C'est typiquement le genre d'outil qui peut intéresser PFIT. Mais on recourt aussi également, bien évidemment, au service des éditeurs juridiques, on va dire, plus traditionnels, qui, eux, ont la force de frappe, on va dire, d'analyse académique, qui permet de tirer rapidement, en fait, des conséquences d'une nouvelle adoption d'une législation. Au-delà de ça, sur l'analyse de la jurisprudence, je pense que ça dépend en fait du positionnement économique et évidemment juridique des entreprises. Certaines sont beaucoup plus exposées à des contentieux importants et donc dans ce cas-là, effectivement, la présence d'un contentieux récurrent ou en tout cas que ce risque du contentieux pointe souvent le bout de son nez fait que du coup c'est intéressant pour une direction juridique que d'avoir un œil sur l'évolution de la jurisprudence, la façon dont les juges peuvent le voir à tous les degrés, évidemment. C'est très intéressant de voir des revirements de la Cour de cassation, mais c'est parfois aussi très intéressant de savoir bien évidemment comment les juges sur les premiers degrés
de juridiction appliquent certains textes, parce qu'ils peuvent avoir leur point de vue, ils peuvent ont parfois détecter des tendances. Je sais que par exemple, pour prendre un exemple au hasard, ça a été longtemps le cas, par exemple, du tribunal de commerce à Paris sur certaines décisions qui impliquaient la propriété intellectuelle. Et du coup, de ce point de vue-là, en fait, ça permet aussi de détecter et de mettre en place une stratégie pour face à ces types de contentieux. Donc c'est quelque chose qui se dessine à travers l'analyse, qui influence également la stratégie de nos entreprises. Merci, merci Pierre. Alors encore une démo. Alors là c'est l'outil Predictis avec l'outil Scan qui permet, donc c'est ce qu'explique Ulrich Schein de Predictis, qui permet par rapport à une décision de justice. Alors on va le voir tout de suite. Il va pouvoir identifier en fait dans la décision de justice les textes évoqués et ça permet d'accéder plus facilement aux informations. Alors, j'essaie d'avancer, j'ai mal identifié le moment. Voilà, donc là, on est dans une décision de justice et l'outil donc proposé par un de ces acteurs permet d'identifier les sources et donc ça permet d'aller plus vite aussi pour pouvoir travailler une jurisprudence. C'est un gain de temps encore une fois. Ensuite sur voilà, sur la partie suivante, alors, je vais revenir avant. Voilà, la partie outils collaboratifs. Donc, elle est assez fournie et elle est assez hétérogène. Donc, ça permet globalement d'échanger à plusieurs à distance. Et dedans, on va avoir une partie qui est plus centralisée sur les messageries groupées / visioconférence. Il y a la partie aussi management de projet et la partie hébergement, coédition de documents. Alors, sachant que les parties ne sont pas étanches et beaucoup d'outils utilisent un petit peu de ces trois catégories. Donc, dans les messageries groupées que nous utilisons tous à titre professionnel maintenant, donc on retrouve évidemment WhatsApp et les nouveaux qui ont bénéficié de la défiance envers WhatsApp, Signal, Telegram et un petit français aussi, Allbit, qui permet aussi de bonnes fonctionnalités. Il y a l'outil Slack, alors qui est évidemment bien plus qu'une messagerie groupée, parce qu'on peut y faire des fils de conversation pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et avec ces outils, notamment de messagerie groupée, on peut aussi faire de la visioconférence. Donc, comme les autres outils présentés, donc il y a Zoom évidemment que tout le monde connaît, Livestorm, WebEx Meeting, il y a Google Teams que vous connaissez également, Google Meet. Donc il y a beaucoup d'acteurs là-dessus. Et donc là, on est en plein dans les outils génériques évidemment qui ont explosé, enfin dont l'utilisation a explosé à la faveur de la pandémie mondiale et du travail à domicile pour beaucoup d'entre nous. Il y a la partie management de projet également, donc avec Trello qui est aussi assez connu. Une partie outils métier avec Jurislive aussi, qui propose aussi la partie de management de projet pour les juristes d'entreprise. Et il y a aussi Monday, donc un autre outil. Ensuite, sur la partie coédition de documents, là, on retrouve des grands acteurs, évidemment, donc dedans Microsoft, Google, avec OneDrive et Google Drive. Et la partie aussi de Dropbox. Il y a SharePoint également encore de Microsoft. Alors, je sais que certains diront « Ouh là là, mais attention, la localisation des données ». C'est évidemment un point qui peut être sensible dans des directions juridiques. Alors là, et ça dépend quand même assez des secteurs, puisqu'il y a de grandes directions juridiques qui ont recours à des outils de ce type pour héberger leurs documents. Donc ça, c'est un sujet aussi, donc dans le choix évidemment de sa plateforme, enfin de son outil, si c'est un point sensible ou pas dans la partie hébergement de documents. Il y a aussi la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire que beaucoup de ces outils maintenant se démarquent et vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction, la question d'interopérabilité est devenue grandissante, c'est-à-dire que comment on va intégrer un nouvel outil dans les outils déjà existants et on va pouvoir lier par exemple Slack, on va pouvoir le lier avec Trello, on va pouvoir le lier avec Dropbox, avec OneDrive. On va pouvoir faire travailler ces outils entre eux et ça c'est quand même un gain de temps précieux et ça permet aussi de ne pas avoir à reprendre à chaque fois un nouvel outil pour tout faire. Donc on s'est habitué avec un outil et donc on va pouvoir le garder et on va pouvoir faire travailler avec un autre outil.
Et sachant qu'aujourd'hui, donc là, je parle beaucoup des outils qui sont concentrés sur l'outil collaboratif, mais maintenant, beaucoup des solutions françaises évoquées tout à l'heure intègrent des modules collaboratifs. Sur la partie automatisation de contrat, les outils évoqués maintenant permettent avec des modules de travailler en mode collaboratif. Là, c'est un peu les outils métiers qui ont un peu repris aussi des fonctionnalités des outils génériques. Grégoire, comment tu vois justement cette interaction entre le générique, le métier dans cette catégorie? Oui, c'est intéressant le sujet de l'interopérabilité parce que honnêtement aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un seul projet de digitalisation, aussi petit soit-il, qui n'embarque pas au moins une dimension d'interaction avec un autre outil. Toujours, il y a le sujet de l'interfaçage, le sujet des API, des connecteurs, etc. C'est indispensable parce qu'il n'y a pas d'outil parfait et en réalité, si demain une direction juridique veut s'équiper de ce qui se fait de mieux sur le marché, il faudrait qu'ils prennent un petit morceau de chacune des legal tech présentes sur le marché parce qu'il y a des activités de niche et donc parfois on a besoin de son outil de conformité RGPD, mais on a besoin de l'outil de suivi contrat. Mais quand on fait du traitement de données personnelles, en général, c'est lié à un contrat existant. Et puis on a besoin aussi finalement de son outil pour piloter le corporate, et puis on a besoin de son outil pour faire autre chose, de générer ses contrats, de son ticketing, et puis aussi avec les autres, avec le reste des outils. On ne peut pas piloter du contentieux si on n'a pas des outils finance qui gèrent les provisions. Enfin, c'est sans fin finalement. On ne peut pas finalement avoir des outils qui fonctionnent avec des œillères. Donc cette interaction, elle est primordiale, elle est de toute façon finalement dans tous les outils qu'on retrouve sur le marché. Donc c'est très vrai pour des outils standards, enfin, je veux dire, qui ne sont pas propres à une activité en particulier, mais c'est très vrai aussi finalement pour toutes les legal tech qui doivent d'une façon ou d'une autre permettre de se connecter avec le reste de l'écosystème IT. C'est la mort d'une legal tech que de ne pas savoir et de ne pas être capable de s'interfacer avec d'autres outils. Là, je pense que Pierre pourra confirmer, je le voyais hocher de la tête, mais je ne sais pas ce que ton expérience sur ce sujet. En fait, c'est clé. C'est clé parce qu'en fait, il est extrêmement difficile de pitcher l'usage d'un nouvel outil à des opérationnels qui ont tendance à vouloir utiliser des outils que eux utilisent au quotidien déjà. Donc, il y a une question d'utiliser aussi ceux avec lesquels nos clients internes sont le plus à l'aise, d'une part. De l'autre, il y a aussi le fait que, comme tu le soulignes, la question d'interopérabilité est clé parce que justement, elle permet d'utiliser à la fois des outils extrêmement spécialisés pour lesquels il y a un besoin vraiment métier pour quelques personnes au sein de l'entreprise, et en même temps du coup d'avoir ce lien parfois simplement de communication. Il faut parfois simplement que quelqu'un soit informé ou que même toute la société le soit par rapport à la signature d'un contrat, par rapport à la signature de quelque chose. Le contrat, il entraîne parfois le besoin de communiquer de façon assez large des façons de faire les choses, des process, une manière de mener des aspects opérationnels de la vie de la société qui font que du coup ce besoin d'information fait que répercuter aisément sans avoir à se lancer nécessairement dans un effort de communication, on va dire extrêmement sophistiqué avec des vidéos ou des choses comme ça, mais simplement avoir que ça fasse partie du process métier, que d'être informé régulièrement des nouveaux ou des exceptions par exemple contractuelles qu'on peut avoir. Ça c'est clé. Et donc du coup ce qui apparaît en fait en filigrane derrière tout ça, c'est les différents fournisseurs en fait d'interopérabilité qu'on peut trouver. Donc il y en a des grands américains qu'on peut citer comme Zapier. Qui permet d'aller là où Slack, par exemple, ne permettrait pas. C'est-à-dire du coup, en fait, leur spécialité sur ces fournisseurs, en fait, c'est de créer des liens entre différentes API de différents outils. Eux-mêmes ne les ont pas développés. Les éditeurs de chacun de ces logiciels ne les ont pas développés, et du coup, c'est ces éditeurs centraux qui se chargent de le faire. Et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, à partir de ce moment-là, je pense aussi à un projet qui est, je crois, allemand, qui est n8n.io, qui est assez intéressant parce que ça permet du coup, à partir de ce moment-là, de commencer à créer des workflows. Et donc là, on retrouve aussi l'idée non seulement du collaboratif, mais également de l'automatisation. C'est-à-dire que du coup, la transmission de l'information, le passage d'un statut à un autre dans les projets, qui se fait en gagnant du temps. Et évidemment, le temps est
composant extrêmement essentiel de l'activité de toute entreprise, a fortiori des directions juridiques dont on sait qu'elles ont déjà beaucoup de travail. Donc plus on peut se simplifier la vie en automatisant des choses, mieux c'est, évidemment. Et ça va aussi avec une tendance qu'on voit beaucoup alors notamment dans les grands groupes, qui est celle de la constitution de data lake, c'est-à-dire les DSI font la guerre aux outils de niche qui sont déployés. On les vit tous. On les voit au quotidien. Il y a l'outil pour la fiche de paie, l'outil pour les demandes RH, l'outil pour les congés, l'outil pour les notes de frais. Enfin, il y a une démultiplication d'outils et évidemment donc une démultiplication des lieux de stockage de l'information. Et donc c'est la guerre aux outils, à la localisation, etc. Et donc beaucoup de grands groupes se sont mobilisés autour de ces data lakes, donc des lacs de données littéralement, où on va venir regrouper l'information pour faciliter pour des outils centraux le requêtage de l'information de façon transverse et aussi de façon connexe, c'est-à-dire d'avoir des liens logiques parce que c'est le même employé. Il y a évidemment une fiche de paie, il y a une demande de congé, il y a des sujets RH, etc., etc. Et c'est la même chose finalement pour nos outils. On connecte des informations, des données, des personnes. Merci Grégoire. Alors là, je vous ai parlé d'un outil Trello. Voilà, donc juste encore toujours les démos. Donc méthode Kaban, je crois. En gros, ça numérise les post-it. Ça permet de faire des colonnes dans lesquelles vous mettez en gros des thématiques particulières sous forme de post-it que vous pouvez déplacer très simplement. Voilà, donc on peut le déplacer de colonne en colonne ou on peut le déplacer dans la même colonne. Et ce post-it va pouvoir être lié avec plusieurs utilisateurs. Donc là, on a vraiment dans le collaboratif, on peut y mettre des dates, des rappels, on peut y faire un vrai travail de management de projet en numérisant les post-it. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil, je vous invite à aller regarder. Il est très interopérable. Vous pouvez lier Trello avec un très grand nombre d'autres outils. Donc, voici pour la petite démo de Trello. Alors, on va essayer d'avancer. Maintenant, donc là, on est sur la partie non technologique avec le legal design. Donc, au-delà du visuel, parce que évidemment, on réduit souvent le legal design à la partie visuelle, et je sais que ça hérisse quelques poils. Ce n'est pas simplement ça, c'est aussi ça c'est l'aboutissement, mais après, il y a tout le travail de réflexion qui permet d'améliorer l'intelligibilité du message juridique. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs en France composés, qui sont des agences qui proposent justement des services pour réfléchir par rapport à cette problématique, et qui est des agences qui sont composées de juristes et de designers. Et donc, la partie designer, elle est vraiment importante. Je vous invite d'ailleurs à revisionner le webinaire consacré au legal design où on a justement pu déconstruire un petit peu tout ça. Et donc, les acteurs importants en France, vous pouvez retrouver Amourabi, donc, de Marie Potel, qui est assez connue dans ce domaine, une ancienne avocate. Où sont les dragons, que connaît bien Soumi. Il y a aussi Billy Agency, Billy Agency, qui est composée d'une designeuse et aussi d'une juriste, et donc Sketchlex, qui est là et plus vraiment sur la partie visuelle. Et donc tous les acteurs, un grand nombre d'acteurs du legal design en France sont regroupés au sein d'un collectif qui s'appelle le Lab Légal et qui est co-organisateur de la partie legal design du prochain village des transformations du droit. Soumi, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'est exactement ça. En fait, vous connaissez sans doute le village de la Legal Tech qui existe depuis plus de 5 ans maintenant et que Open Law co-organise avec le village de la justice, effectivement. Et pour 2020, on avait imaginé le réformer, le réinventer, et puis acter que c'était un lieu et un événement où des publics différents se croisaient. Et on a donc décliné en autant de villages qu'il y a, disons, de fil rouge dans l'innovation juridique aujourd'hui, avec un village, donc Legal Tech évidemment, historiquement, un village RegTech qui sera co-organisé avec le Cercle Montesquieu, un village autour de la formation et des trajectoires professionnelles, un village dédié aux innovateurs publics, puisqu'ils nous sont proches, comme j'ai pu l'évoquer, et effectivement un village legal design qui sera animé
et organisé par ce collectif qui s'est créé il y a moins d'un an et qui réunit, à mon sens, tous les acteurs qui comptent, enfin, la crème de la crème en matière de design d'innovation. Et comme tu l'as dit, Brice, effectivement, le point de départ de la plupart d'entre eux, c'était le livrable, c'était le document, la restitution. Et des aspects de design graphique et de design d'information dans leur acception la plus courante. Mais aujourd'hui, dans ce lab légal, on a beaucoup d'acteurs qui ont vraiment un profil de facilitateur, d'accompagnateur de la transformation des organisations du marché du droit. Voilà. Et avec une vraie diversité pour le coup dans les profils. Merci Soumi. Donc, non, sa dernière partie, alors on va un peu manger sur la fin, on a bientôt terminé. Donc, la partie maintenant communication. Donc, là, ici, la question, c'est comment on fait pour réaliser simplement des livrables attractifs. Parce qu'évidemment, il faut communiquer en interne des messages à caractère juridique. Et plus ils sont retenus et plus efficaces ils seront en interne. Et dedans, on peut retrouver donc dans différents pans de ces outils, on trouve des outils génériques, évidemment pour tous. Alors Canva, c'est quand même aujourd'hui un des leaders pour la production visuelle, tout type d'entreprise confondue, qui est assez utilisé, que vous pouvez retrouver, utiliser même pour tous vos visuels en interne. Il y a Prezi, donc qui est assez utilisé pour les présentations et qui permet de dépasser un petit peu PowerPoint et Google Slides si on veut faire quelque chose. Alors, pour aussi les présentations, on peut aussi utiliser, il y a Geniali qui intègre une grande dose d'interactivité dedans. Donc, ça permet de faire des slides qui sont plus proches de mini-sites web parce qu'on peut y intégrer des vidéos, on peut intégrer beaucoup de supports. Il y a PlayPlay pour faire des vidéos aussi très simplement. Donc, juste après, il y a des démos pour que vous puissiez voir. Et enfin, pour faire du mind mapping, donc, qui permet d'organiser de manière visuelle une série d'idées en forme d'arbre. Donc, on peut y faire des arbres de décision en matière de droit. Et donc, Miro est un formidable outil de mind mapping, mais pas que. Alors, Pierre, est-ce que toi, tu utilises des outils comme ça pour pouvoir faire justement tes livrables, ou est-ce que tu utilises des outils de ce type? Des outils de ce type, pas directement, de temps en temps. En fait, c'est-à-dire que tout dépend du sujet. C'est-à-dire pour faire des présentations, pour l'heure, on est encore sur l'outil assez classique qui est Google Slides, qui est un outil qui est très utile puisque du coup c'est celui que tu utilises maintenant. Mais au-delà de ça, en fait, on utilise aussi pas mal d'outils internes qu'utilisent déjà des équipes en fait chez Payfit dans une logique de rationalisation des coûts en fait tout simplement. Donc on n'en a aucun de ceux-là à ma connaissance. Par contre, on utilise des outils qui sont assez utilisés par les techs par exemple pour faire des workflows ou des choses comme ça, ce qui permet aussi parfois de faire un peu de mind mapping, d'expliciter précisément quel est le rôle de chacun par exemple sur un process métier. Parfois en amont d'un contrat, ça peut être très utile de faire ce petit explicatif pour être sûr que tout le monde sera aligné à la fin. Ok, merci. Alors, juste, je vais vous présenter visuellement à quoi ressemble. Donc là, on est sur Canva. Voilà, on peut choisir des modèles qu'on customise, évidemment, pour pouvoir réaliser ces livrables. Tout est stocké, tout est partageable. Là, on est encore un peu dans le collaboratif puisque tous les visuels pourront être accessibles pour tous les utilisateurs. Avec ceci, on peut aussi faire des slides, on peut aussi maintenant faire tout type de présentation. Donc, c'est vraiment très utilisé dans différents secteurs. Et c'est un des leaders en matière de production visuelle aujourd'hui. Un autre exemple, alors PlayPlay. Alors, juste avant PlayPlay, je voulais montrer. Non, c'est pas ça, pardon. Alors, pardon, ça va pas être dans le bon ordre.
Voilà, alors Playplay, c'est pour faire des vidéos. Alors, des vidéos de ce style, alors on dit à la brute, mais en fait, ça a vraiment démocratisé la production de vidéos en interne. Et maintenant, il y a beaucoup de directions juridiques et de cabinets d'avocats qui proposent aussi ce type de vidéos en interne pour pouvoir expliquer des mesures. Donc là, c'était sur un préjudice d'anxiété. Le préjudice d'anxiété, donc des décisions de justice en matière de préjudice d'anxiété. Et du coup, ça permet de synthétiser un message et de le faire comprendre beaucoup plus facilement des collaborateurs. Ça peut être fait assez simplement avec, alors voilà, là c'est le back-office, en remplissant en gros des slides. C'est comme si on complétait des slides qu'on enchaîne les uns après les autres et qui permettent à la fin de faire une vidéo. Voilà. Et de plus en plus de directions juridiques ont recours à ce type de vidéos pour pouvoir s'adresser à leurs collaborateurs en interne. Donc Miro, outil de mind mapping, très utile justement pour ordonner, c'est ce que tu expliquais, ordonner visuellement des idées complexes qui peuvent faire intervenir beaucoup de nombre d'acteurs. Mais ça peut faire beaucoup plus, Soubi, c'est ce que tu me disais, on peut faire beaucoup plus que ça avec Miro. Oh, bon, on peut faire à peu près tout, hein, c'est-à-dire tout ce qui est créatif et conception peut être fait à distance. Dans Miro, c'est ce qu'on appelle du tableau blanc, en fait. Donc, tout est collaboratif nativement, et donc tu peux organiser dans Miro des sessions de brainstorming avec du post-it, avec désolé pour le bruit, avec des grilles, des templates prédéfinis ou pas. C'est très, 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 très versatile et c'est très bien fait, très fluide. Voilà, hop. Alors, si vous avez des questions, là, on a terminé. Hein, merci aux intervenants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des catégories évoquées, par rapport à des solutions, par rapport à des tendances? Si vous avez des questions à poser, c'est le moment de le faire. Il y a eu beaucoup de différentes catégories qui ont été évoquées. N'hésitez pas maintenant si vous voulez le faire. Si vous n'avez pas de questions parce que tout le monde a faim, il est 13h, on ne va pas vous prendre plus de temps. Écoutez, merci à toutes et à tous, merci aux intervenants, merci Soumi, Pierre, Grégoire, Laetitia. Alors Soumi, est-ce que tu as envie tu as une dernière fois à nous faire partager? Le rendez-vous sur le village, le rendez-vous de transformation, oui. Vous pouvez vous préinscrire à ce fameux village de la Legal Tech revisité, 18 et 19 novembre au Palais des Congrès à Paris. Et il y a un site dédié, vous cherchez Transformation Droit et vous tombez dessus. Voilà, et je vous y attends. Merci Soumi. Grégoire, est-ce que tu as une dernière fois à nous faire partager sur ELTA? Oui, on organisera la conférence annuelle ELTA Conférence, qui sera le 30 novembre, du 30 novembre au 2 décembre, qui sera sur un format virtuel, sur des demi-journées avec des demi-journées thématiques. Et puis évidemment, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, évidemment, à moi personnellement, au rendez-vous des transformations du droit. Ça fait bien trop longtemps maintenant. Merci. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à nous faire partager sur le comité des jeunes juristes? Oui, bien sûr. Donc, sur le comité des jeunes juristes, en ce moment, on cherche des gens qui seraient motivés justement pour rejoindre le comité. Donc, si vous pensez que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rentrer en contact. Merci. Écoutez, Laetitia et moi-même, nous vous remercions de votre attention pour cette présentation. Nous allons probablement compléter ce webinaire par un autre webinaire sur des catégories qui n'ont pas été abordées aujourd'hui, toujours concentré sur l'activité des juristes d'entreprise. Donc, s'il y a des catégories qui vous ont manqué aujourd'hui et que vous voudriez voir lors d'une prochaine édition, n'hésitez pas à nous le partager par email. Partager. Il va y avoir aussi un questionnaire qui va vous être adressé par email demain. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour que nous, on ait un peu votre feedback par rapport à ça. Et vous pouvez y placer, évidemment, la catégorie que vous souhaiteriez peut-être
voir travailler pour la prochaine fois. Ce webinaire sera accessible sur YouTube, donc on vous partagera également le lien. Et voilà, c'est tout. Écoutez, merci à toutes et à tous, puis à très bientôt et bon été pour ceux qui vont déjà profiter de ces rayons de soleil sans masque. Merci. Merci. Au revoir. À tous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.